En France, le marché des voitures de collection est en constante expansion et leur restauration ainsi que leur commerce engendrent près de 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an. On compte ainsi plus de 8 millions de véhicules mythiques sur les routes de l'Hexagone. Durant plusieurs mois, nos caméras se sont invitées dans l'atelier de plusieurs garages pour suivre le quotidien d'artisans passionnés s'étant donné une mission, restaurer des voitures mythiques de notre patrimoine automobile. C'est vraiment, en quelque sorte, un patrimoine qu'on essaie de conserver. Entre le moment où la voiture arrive et repart, c'est plus la même et on sait qu'elle repart pour 50 ans. C'est ça qui me plaît, à remettre en état, comme si elles étaient sorties d'usine il y a des années. Chaque jour, les spécialistes mettront leur savoir-faire au service de défis mécaniques vertigineux, avec comme objectif donner une seconde vie à ces véhicules d'époque et les remettre sur route. Celle-ci, on a payé 8 000 €. En faisant tout ce qu'on a fait dessus, on va y mettre entre 12 et 14 000 € de réparation. Mais c'est un véhicule qu'on va vendre autour de 30 000, 32 000 €. Elle est magnifique. Ah, mais c'est incroyable et méconnaissable. Dans ces restaurations où le moindre détail compte, ils feront face à des imprévus. Ah ouais, la vache, c'est pourri jusqu'ici, quoi. Ouais. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est hallucinant. On a une chance sur deux pour pas que ça casse. Et je me suis encore trompé. Ça a été surprise par surprise. Plus on démontait, plus on découvrait des choses. C'est une voiture qui est pourrie, quoi. Et pour ne rien arranger, ils auront des délais précis à respecter. On est dans la merde. La pression, elle va être jusqu'à la dernière minute. Ça nous met une petite montée de stress parce qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on va réussir à terminer à temps? On a un projet, c'est de la faire en 3 mois pour notre client. Ça va être très compliqué de la livrer à temps. Allez les gars, on s'active là un peu là. Non, attends. C'est là, on était trop vite, on n'a même pas regardé comment ça allait. C'est n'importe quoi. Attends, faut le poser, faut regarder comment il va. Ces voitures chargées d'histoire se révéleront au fur et à mesure des jours grâce à la passion et aux mains expertes d'artisans aguerris. Là, les gars, bon boulot. De le voir fini, c'est extraordinaire, c'est un régal. Avec mes mains, j'ai fait ça, mince alors, dis donc. C'est un challenge, ouais. Puis une passion. On va remettre une voiture sur la route qui aurait pu être abandonnée, quoi. Si seulement les moteurs pouvaient parler. Là, vous avez un mécanicien heureux. Putain, ça a démarré. Ils sont mécaniciens, carrossiers, selliers, avec pour point commun la passion de leur métier. Devant les défis qui les attendent, ils devront s'adapter à toutes les situations pour rendre hommage à ces youngtimers de renom. Nous les avons suivis dans le garage Objectif Restauration. C'est à Nantes que nous allons suivre le quotidien d'une équipe d'exception. Ce garage est spécialisé dans la restauration de Porsche, fondé par un véritable passionné. Alors pour moi, les Porsche, c'est assez important. En fait, j'ai trouvé ma première Porsche 911 à 16 ans dans une grange. J'ai réussi à l'acheter avec mes petites économies et j'ai appris la mécanique dessus. C'était ma première voiture, c'était ma 911. Depuis sa première 911 et ses premiers pas sur le tas en mécanique, Jérémy a mené à bien de nombreux projets prestigieux. Grâce à son titre de meilleur apprenti de France obtenu en 2007, le mécanicien a monté sa propre entreprise de restauration, un atelier de 1100 mètres carrés qui a à son actif près de 40 rénovations de youngtimers d'exception. Ce que j'aime dans le fait de redonner vie à des voitures, c'est que j'ai l'impression de laisser un petit peu mon empreinte. Parce qu'entre le moment où la voiture arrive et repart, c'est plus la même et on sait qu'elle repart pour 50 ans. Donc c'est vraiment satisfaisant de se dire que le patrimoine automobile roule grâce à nous et au goût du client. Jérémy ne s'arrête pas là, car sa passion l'amène sur les terres arides du Dakar, course mythique pour laquelle le mécanicien prépare des Porsche de compétition et enfile même le casque de copilote. On a eu des bons classements à Dakar, 9e l'année dernière au général, mais moi mon but c'est toujours d'emmener nos voitures au bout. Je pense qu'aujourd'hui, le garage a une bonne réputation dans le milieu des Porsche, justement parce qu'on est capable de faire aussi bien des belles voitures de route, ou alors là, le Dakar, emmener des Porsche au Dakar, ça rend crédible sur le fait qu'on connaît les voitures si on arrive à les emmener en plein milieu du désert. Pour redonner vie aux Porsche d'époque qu'il affectionne tellement, Jérémy est entouré d'une équipe de passionnés. Parmi eux, Thomas, mécanicien dans le garage depuis 10 ans. Alors moi c'est Thomas Tual, j'ai 33 ans et ça fait 10 ans que je travaille chez Nantes Prestige Auto et je suis chef d'atelier au sein de la société. C'est vrai qu'on a la chance de faire un métier vraiment passion. Moi ce que je préfère c'est être dans mon coin à faire mes moteurs et ça c'est vraiment mon côté que j'adore.
Dans la rénovation d'exception qui attend l'équipe dans les prochaines semaines, Jérémy pourra également compter sur David, carrossier. Je m'appelle David Guillet, j'ai 48 ans. Je suis carrossier depuis un peu plus de 25 ans et j'ai découvert la passion de la carrosserie avec mes oncles qui étaient passionnés d'automobile. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est de réparer les voitures et de les rendre aux clients plus belles qu'elles étaient, quoi. Les travaux de sellerie, quant à eux, seront confiés à Hugues. Je m'appelle Hugues, j'ai 37 ans, je suis sellier garnisseur et je fais ce métier par amour du cuir et du matériau souple en général. Et je suis venu à ce métier tout simplement par le biais des compagnons du devoir, ce qui m'a amené à réaliser tout type de sellerie, aussi bien sur les avions que sur les yachts, que sur les véhicules. Et là maintenant on est spécialisé dans le véhicule de collection et de prestige. Aujourd'hui, l'équipe entière est mobilisée autour d'un projet d'envergure qui risque de donner du fil à retordre à nos artisans. Une Porsche 911 SC Targa de 1982 appartenant à un client et dont le kilométrage est inconnu. Les 911, c'est des voitures parfaites. Pour moi, c'est une des voitures les plus belles qui peut exister. Ouais. Vraiment. Youngtimer par excellence, première voiture conçue intégralement par Porsche, la mythique sportive signe l'identité de la firme de Stuttgart depuis 60 ans. La Porsche 911, pour moi, c'est un véhicule polyvalent qui a un moteur sensationnel, très couplé à bas régime. On peut aussi bien rouler tranquille qu'aller sur circuit avec. Mais même 50 ans après, c'est pas du tout dépassé, quoi. La première génération de 911 est dévoilée le 12 septembre 1963 au Salon de l'Automobile de Francfort. Après elle, la marque allemande ne cessera d'améliorer ses nouveaux modèles, tout en conservant un look reconnaissable entre mille et une motorisation bien connue des aficionados, le Flat 6, soit un 6 cylindres à plat. Un moteur Flat 6 dit à plat a la particularité d'avoir les pistons qui sont horizontaux plutôt qu'être verticaux sur la plupart des voitures. Et puisque toutes les 911 s'appellent historiquement 911, le détail réside dans le nom complet du bolide. Ici, il s'agit d'une Porsche 911 SC Targa de 1982, soit une Porsche de deuxième génération, Super Carrera en référence à la motorisation et une carrosserie Targa spécifique avec toit amovible. En général, la 911 Targa a vraiment la cote, elle a un look vraiment unique avec son arceau Targa, le toit amovible, c'est vraiment la pièce maîtresse de la voiture. L'ancien propriétaire vend sa voiture à regret, car il y a trop de travaux à effectuer. La Porsche rachetée 35 000 € est arrivée dans un piteux état au garage il y a quelques semaines. Et son nouveau détenteur a un projet ambitieux qui risque d'occuper l'équipe un certain nombre d'heures. On a un projet sur cette Porsche 911 SC 1982 Targa, c'est de la faire en 3 mois pour notre client. Il voulait une voiture plus ancienne en look, donc on va faire ce qu'on appelle un backdating. Le backdating, c'est on vieillit esthétiquement la voiture en mettant tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, avec un moteur avec injection, des phares LED, mais en look ancien. Ce type de restauration backdating consiste à restaurer un modèle de voiture avec le look d'un modèle plus ancien, mais modernisé au niveau du confort et de la sécurité. Ce véhicule a déjà été démantelé par l'équipe et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réservé son lot de déconvenus. Il était a priori en bon état, sauf que ça a été surprise par surprise. Plus on démontait, plus on découvrait des choses. On a des gros problèmes de rouille sur cette voiture qui ont été cachés auparavant avec du mastic. Comme souvent, c'est du rêve au cauchemar pour le client. On arrive à un point que ça va être très compliqué de la livrer à temps. Pour optimiser un maximum les 3 petits mois qu'elle a devant elle avant la livraison, l'équipe a décidé de travailler en parallèle. Jérémy et Thomas sur la mécanique d'un côté et David sur la carrosserie pendant que Hugues, lui, s'attellera à la sellerie. Cette voiture, on l'a entièrement démontée, désossée, sablée pour la décaper à nu pour vraiment voir l'étendue des dégâts. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, elle a eu des morceaux d'autres Porsche qui ont été ressoudés dessus, de la rouille qui a été cachée avec du mastic, du papier journal, on a tout eu. Quand j'ai un ami me dépose la voiture, je dis une de plus à restaurer, quoi. On les connaît pas mal, les Porsche. Il me l'a ramené après sablage. Et là, on s'est aperçu que c'était pas la même, quoi. C'était, comme on dit, une saucisse. C'est une voiture qui est pourrie, quoi. Voilà. Le sablage est une procédure qui consiste à décaper les éléments de carrosserie pour retirer toutes les porosités présentes. Sur cette Youngtimer de 1982, la carrosserie s'annonce être la partie du chantier la plus vertigineuse. Mais pour autant, Jérémy compte bien se donner les moyens d'en venir à bout.
Mon équipe et moi, on aime les défis. Là, c'est les 3 mois qui sont compliqués à gérer pour avoir les pièces, pour que les différents corps de métier travaillent en même temps. Le sellier, le carrossier, nous, à la mécanique. Donc ça va être chaud, mais on va y arriver. J'ai pensé à David tout de suite, car je sais que c'est un homme de défi aussi. Il est très bon en tôlerie. Pour moi, c'était l'homme de la situation pour la carrosserie. Ah ouais, t'as déjà bien avancé. Hein. Bah oui, on a refait le passage de roue, changé le plancher. Ok. On Bas de caisse aussi, ouais. On a refabriqué le renfort de bas de caisse à l'intérieur. Ouais, ok. Ouais, donc ça, c'est l'ancien bas de caisse. Ouais. Le bas de caisse désigne la carrosserie latérale basse d'un véhicule. Ici, David est obligé de fabriquer une nouvelle pièce pour remplacer l'ancienne, car celle-ci, compliquée à changer, n'est plus fabriquée par la marque. La difficulté principale, ça va être de reformer tous les morceaux qu'on ne peut pas retrouver fabriqués. On est obligé de les fabriquer à la main à partir d'une tôle plate, des plaques en métal pour cacher la corrosion. Ah ouais. Ouais. On a même mis des vis à bois. Au fur et à mesure où on enlève des morceaux, on trouve de la corrosion, c'est hallucinant. Et des réparations qui ont été faites n'importe comment. C'est un massacre. Ouais. Ça a été réparé avec des rivets pop, de la résine, de la colle, morceaux de bois. Il y a même une vis à bois qui tenait faisceau électrique. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est hallucinant. Et là, on a fait une découverte derrière l'aile au niveau de l'arceau. C'est complètement percé, quoi. Ah ouais, la vache. C'est pourri jusqu'ici, quoi. Ouais, ouais. Donc là, il va falloir fabriquer le morceau. Ça, tu vas le reformer toi-même? Ah, il n'y a pas le choix. On va pas l'avoir en neuf. Ok. Ah, c'est incroyable, hein, la corrosion qui s'est installée au fil des années. On a commencé les travaux et puis on s'est posé des questions. Le client est motivé à fond, donc du coup, on s'est engagé à la réparer. Et maintenant, on ne peut plus faire demi-tour. Corrosion, ancienne réparation douteuse et pièces de carrosserie à refaire entièrement. Autant de mauvaises surprises qui annoncent une mission plus difficile que prévue pour nos artisans. Pour l'heure, la priorité est de traiter la rouille, ce fléau bien connu des vieilles voitures, pour espérer redonner vie à cette Porsche de 1982. Par rapport aux découvertes de la voiture après sablage, c'est vraiment un carnage niveau carrosserie. Les sous-bassements sont complètement pourris. Donc normalement, il y avait 6 mois de travaux. On le sait que ça va être plus long. Ça va être plus cher aussi. Au début, on avait chiffré à peu près 50 000 € de carrosserie, 25 000 € de sellerie, mécanique, 25 000 € aussi. On va être à plus du double. Ça devient des budgets assez conséquents. C'est un challenge, ouais. Puis une passion. On va remettre une voiture sur la route qui aurait pu être abandonnée. Là, c'était pas loin de la casse, ouais. On va la ressusciter. Pour ce défi de taille, David met du cœur à l'ouvrage sous la supervision de Jérémy. Et la liste des rénovations s'annonce déjà conséquente. On a changé plancher, morceau de passage de roue, bas de caisse, renfort de bas de caisse. On a refabriqué tous les renforts intérieurs. Ok. Et voilà. Ouais, t'as reformé un morceau. Ça va être invisible. Hein. Ah bah non, ça se verra pas. Nous, là, notre restauration, on repart pour 50 ans, quoi, la voiture. C'est ça. Elle repart à neuf. Elle repart à neuf. T'estimes encore combien de temps à travailler dessus 1 mois et demi. 1 mois et demi avant la mise en peinture? Avant la mise en peinture, ouais. Ok. Voilà, parce que mon client, voilà, il aimerait bien avoir sa voiture, mais on a eu tellement de surprises que... Bah c'est ça nous a ralenti pas mal. J'espère qu'on va voir le bout. Jérémy nous a mis un peu la pression. 1 mois et demi pour la mise en peinture. Pour finir la tôlerie, ça va être très très chaud, là. Ouais. La rouille est non seulement présente sur la tôle, mais elle s'est infiltrée dans tous les recoins de la Youngtimer. Sans tarder, David continue son ouvrage et s'attaque à l'arceau, cette partie bien spécifique au modèle Targa de la 911 qui maintient le toit amovible et la lunette arrière. L'arceau est en assez bon état, mais c'est surtout les ancrages au niveau des ailes arrière qu'il faut revoir, quoi. C'est une partie qui est complètement rongée par la rouille, donc on est obligé de l'enlever pour refaire une pièce correcte. La première étape, c'est d'enlever toute la corrosion, enlever tous les morceaux qui sont rongés par la rouille. La rouille se forme principalement sur les surfaces en fer au contact de l'oxygène, de l'air et de l'eau, fragilisant toutes les pièces touchées et capable de détruire un véhicule à long terme. Elle est le principal ennemi des voitures anciennes, car la tôle a commencé à être traitée seulement dans la fin des années 1970 avec l'application d'une fine pellicule de zinc sur l'acier. En enlevant ce morceau-là, comment on stoppe la rouille à cet endroit-là, quoi. Faut pas qu'elle continue à descendre et à continuer à manger le reste de la voiture. La particularité de la rouille, c'est que ça ronge tous les éléments en acier, quoi. Et ça perfore et ça va assez vite. Surtout dans les parties qui sont extérieures qu'on peut traiter, bon, ça c'est facile à traiter, mais tout ce qui est dans les renforts, dans la structure, on peut pas y accéder, quoi. Muni d'une brosse décapage, David s'applique à éliminer le moindre petit signe de rouille. Cette brosse métallique qui fonctionne à l'air comprimé s'utilise pour décaper l'acier et débarrasser les impuretés comme la rouille.
Une fois cette première étape effectuée, David va traiter les zones endommagées avec un anti-rouille, un passage obligatoire avant de ressouder les nouvelles pièces sur le véhicule. Le problème avec la rouille, c'est si on ne traite pas, ça va continuer à se propager avec l'humidité, la condensation et si on roule sous la pluie, forcément. Une fois le traitement anti-corrosion effectué, David passe à la fabrication d'une nouvelle joue d'aile. Pour cela, il va devoir recréer sur mesure la pièce avant de la souder. On essaye de former la tôle à l'identique d'à l'origine. C'est-à-dire que si quelqu'un redémonte derrière nous, qu'il ne voit pas que ça a été refait, quoi. Là, je vais refabriquer le morceau dans une tôle électro-zinguée. Une tôle électrozinguée est une pièce d'acier recouverte d'une fine couche de zinc conçue pour résister à la corrosion. À l'époque, les véhicules des années 70, les tôles n'étaient pas électrozinguées. Aujourd'hui, maintenant, les véhicules ne seront pas dans des états de rouille comme celle-ci. Ça se présente bien, donc du coup j'ai ajusté les coupes du morceau et là on va pouvoir le former un petit peu pour récupérer les arêtes d'origine pour avoir la forme de la pièce. À l'aide de ce morceau sur mesure de tôle électrozinguée, David va pouvoir remplacer le morceau de tôle totalement rouillé. Il va venir le former à l'aide d'un marteau avant de l'intégrer à la structure. Donc voilà, là j'ai reformé les morceaux, les rayons, les arêtes et on va pouvoir maintenant le souder sur la joue arrière, à l'embase de l'arceau. La technique de soudure appliquée par David s'appelle le point de chaînette ou le point par point. Elle consiste à réaliser une succession de points de soudure se chevauchant, donnant l'aspect d'une soudure continue. Tac. Alors le point chaînette, c'est une soudure par point. En fait, on fait des multitudes de petits points pour faire un cordon de soudure, quoi, pour pas déformer la tôle. Autrement, on a une trop grosse déformation et puis vu que la tôle est épaisse, ça nous évite de percer aussi. On va mener ces soudures-là, tout ce qui dépasse, voilà, pour que ça se voit pas du tout. Une fois le morceau changé, le carrossier va passer au meulage des soudures pour qu'elles passent inaperçues. Une opération délicate nécessitant précision et minutie. On a meulé les soudures et donc du coup on sent quasiment plus, on la voit quasiment plus. Donc maintenant on va pouvoir mettre un anti-rouille et on verra absolument rien. Dans le même temps, David va devoir traiter le passage de roue. Cette zone qui loge la roue est particulièrement exposée aux aléas extérieurs et donc à la corrosion. Donc voilà, c'est bon. On a raccordé la pièce au passage de roue et au plancher. L'heure est venue pour le carrossier de passer à la suite de l'ouvrage et pour ça, il est rejoint par son collègue et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de son fils. Alors, tu t'en sors ou pas? Donc je travaille avec Maxime, mon fils, qui est carrossier, lui, qui pourrait faire la grosse carrosserie, la soudure, voilà, comme son papa, quoi. Tiens, bah, amène la porte, on va la positionner. Ouais. Alors attention, hop. Faut que je me mette en face les... Voilà. T'as pas gardé la porte d'origine? Bah non, ils étaient complètement massacrés. Ils avaient découpé tous les caissons pour mettre des enceintes énormes. Ah ouais, ok. Irrécupérable. Ah, c'est une porte d'occasion qu'on a récupérée sur une autre Porsche, qui était, j'imagine, accidentée. Et comme ça, une porte d'occasion coûte moins cher quand même pour le client, quoi. Ça reste de la pièce d'origine. Oui, elle est d'origine. Récupérer une portière d'occasion offre plusieurs avantages. Non seulement elle permet une rénovation plus conforme à la configuration d'origine de la Youngtimer, car elle provient du même modèle de 911, en plus, elle permet une économie pour le client, car une porte neuve coûte pas moins de 1 500 €. Et je préfère avoir une porte d'occasion que maintenant les pièces neuves pour ces véhicules-là, c'est de l'adaptable. Donc je préfère avoir une pièce d'occasion, mais d'origine, quoi. La firme allemande ne fabrique plus de portières spécifiques à chaque modèle de la gamme 911. Désormais, il faut compter sur les sous-traitants qui conçoivent des pièces adaptables. Attends, faut vraiment la remonter, hein. Mais c'est pas parce que t'as pas les cales, Non, non. J'ai peur que ce soit pas le bon modèle.
c'est pas la bonne portière, on est obligé de trouver une portière qui correspondra au véhicule. Donc du coup, plus de délai, plus de recherche. Moi, j'ai peur que ce soit une porte de Porsche plus récente. Il y a des chances qu'il va falloir en commander une autre. S'il s'avère que la porte n'est pas le bon modèle, les conséquences pourraient s'avérer catastrophiques. Non seulement la rénovation prendrait du retard, mais il faudrait ajouter environ 3 000 € au budget pour retrouver les deux portes. Ainsi, voilà. J'ai eu peur à un moment donné que ce soit pas la bonne. Mais non, c'est bien ça, c'est la bonne pièce. Ouf. Désormais rassuré quant au modèle, David doit maintenant poser la portière avec précision et le carrossier n'est pas au bout de ses peines. Alors quand on commence une rénovation d'une voiture dans cet état-là, oui, il y a toujours des surprises et il faut s'adapter sans cesse. On va falloir mettre des cales. Merde, c'est la galère. Attends, je vais mettre des rondelles. Qu'est-ce qui se passe pour... Alors là, d'origine, sur les Porsche, chaque voiture est différente, donc ils mettent des cales derrière les charnières. Donc il peut y avoir une cale ou deux cales ou trois cales. Donc là, il va falloir, là, il en faut au moins 2 ou 3. Ouais, pour pouvoir la rehausser. Tac. Alors, On m'en est arrêté. il faudra du réglage encore. Avant de caler la porte de manière définitive, David et Maxime doivent remonter les ailes de la Porsche. Bon, voilà. Ouais, tu vois. On a fini de poser la portière et l'aile droite. Donc du coup, pour aujourd'hui, c'est bon. Demain, on pourra ajuster l'aile arrière. Ouais, chaque jour, c'est un petit défi. Deuxième jour de chantier avec David. L'objectif aujourd'hui pour l'artisan est de raccorder l'aile arrière posée la veille avec le bas de caisse de la Youngtimer. Le carrossier va s'atteler à couvrir les soudures et pour ça, il va utiliser une technique particulière, l'étamage. C'est une technique des années 60-70 qu'on n'apprend plus maintenant car c'était surtout la carrosserie forme, les personnes qui fabriquaient vraiment des éléments à la main et qui raccordaient avec des étains. En carrosserie, l'étamage est une technique ancienne très prisée des restaurateurs de véhicules de collection et nécessite des années d'expérience ainsi qu'un savoir-faire particulier. Elle consiste à appliquer une fine couche d'étain sur l'acier afin de le protéger et de recouvrir les défauts. Cette méthode est aujourd'hui autorisée seulement sur les véhicules anciens. Sur les voitures récentes, l'étain a été remplacé par le mastic, plus flexible et plus polyvalent sur une variété de matériaux. On a choisi de faire un étamage pour faire comme à l'origine sur le véhicule. Toutes les Porsche étaient montées avec de l'étain. On ne mettait pas de mastic polyester à l'époque. Comme ça, on garde les critères d'origine pour le client, quoi. J'ai appris la technique de l'étamage au cours de mon apprentissage. Alors là, on va utiliser de la pâte à étamer pour que l'étain puisse accrocher. Je vais prendre un chalumeau pour pouvoir chauffer la pâte à étamer pour qu'elle puisse adhérer sur l'acier. La difficulté de cette technique, c'est d'être à la bonne température pour ne pas brûler toute la pâte à étamer. C'est au visuel. Quand la pâte à étamer commence à devenir brune, là, on peut poser l'étain. Si on n'atteint pas la bonne température, l'étain ne va pas adhérer. Et si on chauffe de trop, la pâte à étamer va brûler. Il faut être concentré et puis c'est une habitude. La pâte à étamer contient un produit corrosif. Une fois l'étamage réalisé, il est essentiel de bien rincer à l'eau pour enlever cet acide qui pourrait attaquer l'acier, endommager la peinture et réinstaller de la corrosion. Alors maintenant que la pâte à étamer a été appliquée, nous allons procéder à la pose de l'étain. Et pour lisser la matière avant l'étape du ponçage, le carrossier utilise ce qu'on appelle une cale à étain. Et celle-ci a une particularité. C'est une cale de bois fabriquée maison.
C'est une pièce qui existait à l'époque, qu'on pouvait acheter dans le commerce et maintenant c'est plus fabriqué. Une fois la pose de la pâte d'étain terminée, David va procéder au ponçage à l'aide d'une fraise lime. Cet outil présente des têtes de coupe de différentes formes et dentures selon la surface à usiner et permet de corriger les défauts de l'étamage en douceur sans rayer la surface. Alors ce qui est important à cette étape-là, c'est qu'il ne faut pas enlever l'étain qu'on vient de mettre, ne pas descendre trop bas pour qu'on soit au même niveau que l'acier. Le métier de carrossier demande beaucoup de qualités différentes entre la minutie, il faut savoir souder, il faut savoir peindre, il y a plusieurs choses à apprendre en même temps. Ils font plusieurs corps de métier différents un peu. Ben voilà, l'étamage est terminé, les deux pièces sont raccordées. Lors de rénovation d'une telle envergure, ce sont ce genre de détails qui font la différence et qui rendent le savoir-faire de nos artisans si précieux. David a encore de nombreuses heures de travail devant lui avant que la carrosserie ne prenne forme. C'est accompagné de Thomas, le chef d'atelier de l'entreprise, que Jérémy s'occupe de l'état des lieux côté mécanique. Une étape extrêmement importante, puisque pour la première fois, ils vont découvrir l'état du moteur de la Porsche 911 SC Targa et ainsi définir l'amplitude des travaux à effectuer pour sa rénovation complète. L'objectif du jour, c'est de pouvoir faire une liste exacte des pièces qu'il faut commander, en espérant qu'on puisse tout avoir en temps et en heure pour la remonter en temps. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, donc voilà, je croise les doigts. Qui dit rénovation d'exception, dit vérification dans le moindre détail. Thomas et Jérémy vont à quatre mains démonter les pièces périphériques avant d'accéder au moteur de la Porsche, qui est ce qu'on appelle un flat 6, soit un 6 cylindres à plat. La spécificité, c'est surtout que c'est un moteur à plat, donc les pistons travaillent horizontalement, contrairement à la plupart des moteurs. Et en fait, ça permet d'avoir un moteur assez compact. C'est surtout un moteur qui a été fait en 64. Les premières 911, c'est en 64. Ils ont gardé ça pendant des années et des années. Et ça fonctionne bien. C'est vraiment des moteurs très fiables, en fait. Le moteur à plat a été inventé en 1896 par Benz. La spécificité du flat 6 réside dans une architecture légère avec des bancs de 3 cylindres sur le même plan, reliés par un unique vilebrequin et travaillant en opposition. Cette disposition qui permet d'abaisser le centre de gravité est idéale pour les voitures de sport. Donc c'est une conception que Porsche avait opté à l'époque, sur leur voiture de course. Et c'est ce qui est marrant de voir, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'une voiture de série Porsche a des pièces de compétition, en fait. C'est pour ça que c'était une voiture qui était en avance sur son temps à l'époque. Les circuits de compétition automobile ont toujours été un laboratoire technique à ciel ouvert pour la firme, et notamment le mythique circuit des 24 heures du Mans. Présente depuis 72 ans sur le circuit sarthois avec pas moins de 14 records, Porsche y a développé de nombreuses innovations avant de les utiliser sur la route. Donc c'est pour ça que c'est des voitures à rouler qui sont fantastiques. Les mécaniciens s'attellent au démontage du système de refroidissement, lui aussi spécifique au moteur de la Youngtimer allemande. Là-dessus, on est sur un 6 cylindres à plat, comme on l'a dit tout à l'heure, mais refroidissement par air. Il n'y a pas de liquide de refroidissement qui circule dans le moteur. Donc c'est vraiment l'air extérieur qui vient refroidir le moteur. Donc cette pièce-là est très importante. Le flat 6 possède la particularité d'être refroidi par air. Lorsque le véhicule roule, l'air est dirigé sur les ailettes pour dissiper la chaleur autour des cylindres. Ce moteur à plat est particulièrement bien adapté à ce type de refroidissement, étant donné que ces cylindres sont éloignés les uns des autres et bénéficient d'un flux direct d'air de refroidissement. Les Porsche sont quand même en avance sur leur temps par rapport à la conception du moteur au refroidissement qui est air-huile. Il y a moins besoin de pièces pour le refroidissement. Après, ça, c'est les ingénieurs à l'époque qui ont opté pour cette solution-là. Enfin, 50 ans après, ça marche encore très bien. Ça marche super bien, ouais. Il n'y a pas de liquide de refroidissement, donc déjà, il y a moins de risque de fuite. Bon, là, par contre, petite surprise, une vis vient de casser. Là, au démontage, il y a une vis qui casse. En fait, c'est des vis acier dans de l'alu. Ça oxyde et ça casse. La joie du démontage et des surprises. Là, vous voyez, c'est complètement grippé. Et en fait, il y a une chance sur deux que la vis vienne sans casser. Le problème, c'est que par la suite, on va être obligé de percer le reste de la vis qui est dans l'aluminium, tarauder, refaire un filetage pour remettre une vis neuve. Un contretemps pour nos artisans qui n'ont que 90 jours devant eux avant la livraison de la Youngtimer au client. Ça a vite fait de prendre 1 heure de temps entre la percer, retarauder. Et si on a 10 comme ça, c'est autant de temps de perdu. Pièce après pièce, il démonte les éléments jusqu'à ce que le fameux flat 6 se dévoile avec son lot de surprises. Sympa ça.
Ah oui, il y a une réparation qui a été faite là. Sur la descente d'huile, on se rend compte qu'il y a une rustine sur une descente d'huile, en fait, sur un tube enveloppe. Il y a de l'huile qui passe là dans ces deux tubes-là, à droite et à gauche. Et là, on voit qu'il y a une réparation de fortune de fait, qui est assez incroyable. C'était pour colmater une fuite, j'imagine. Ça a été réparé à la pâte à joint et avec un bout de plastique, de PVC, on ne sait pas trop. Et on voit que c'est pas une réparation récente, c'est vraiment longtemps qu'elle est là. Et on va faire ce qu'il y a dessous. Ah ouais, c'est qu'en fait, il a été abîmé quand le tuyau a dû être changé ici. Et en fait, on s'aperçoit en enlevant le pansement que le tuyau d'huile qui est juste à côté a dû être remplacé à une époque. Et en fait, ils ont abîmé cette fameuse descente d'huile. Et pour ne pas la remplacer, ils ont fait un collage un peu de dépannage. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'était étanche. C'est que c'était pas trop mal. On voit qu'il y a des petits résidus, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Donc ça marchait presque bien. Ça fait partie du métier, il y a des surprises. Nous, on va pas faire des pansements, vu que la construction est faite dans les règles, et elle repart pour 50 ans. Ouais, t'as vu, c'est déjà un moteur qui a été démonté, parce que je sais pas toi, mais moi j'ai des coups de poteau sur les culasses. Ah oui. Donc il a déjà été ouvert. Ils ont repéré les cylindres auparavant. Le moteur a déjà été ouvert, il y a déjà des repères qui ont été faits par un précédent mécanicien. Donc ça veut dire que c'est une voiture qui a été entretenue. Si seulement les moteurs pouvaient parler. Les joints de cache-cube buteur n'étaient pas très vieux non plus. Hein. Ouais, il y a peut-être eu un entretien des jeux sous Ouais, sûrement une révision il y a quelques années. Bonne révision. Là, justement, on voit que ça a déjà été démonté. Il y a des petites modifs à droite à gauche. Finalement, c'est une bonne nouvelle car contrairement au reste de la voiture, le moteur a été bien traité, bien entretenu, donc ça rattrape un petit peu la partie carrosserie qui a été désastreuse pour nous. Alors que Jérémy tente de sortir le petit carter, il se munit d'un outil ayant une histoire bien particulière. Le Gérard, le fameux. C'est un outil qui nous sert vraiment en cas de force majeure, quoi. C'est notre dernière chance, c'est t'appelles GG. Alors en fait, l'histoire, le jour où on a fait installer les ponts au garage, donc au tout début du garage, il y a un fameux Gérard qui est venu installer les ponts. Et en fait, il a oublié son outil. On a essayé de le rappeler, on l'a jamais eu, on voulait lui rendre. Du coup, on l'a surnommé GG. Et il nous sauve souvent cet outil. Franchement, quand il y a une pièce qui est un peu mise en force ou un truc comme ça, on fait appel à GG et ça se passe bien. Cet outil salvateur surnommé GG est en fait un petit pied de biche utilisé à l'atelier pour débloquer certaines situations. Si Gérard nous regarde, voilà, il peut revenir chercher son outil. Ouais. En plongeant dans les entrailles du moteur iconique de la marque, armé de patience et de précision, nos mécaniciens découvrent peu à peu l'histoire de cet Youngtimer d'exception. Autre point positif du moteur Porsche, chaîne de distribution qui, contrairement à une courroie, ne casse pas. Au moment que le tendeur de distribution fait son job, la chaîne reste tendue. Pour synchroniser les pistons et les soupapes, le Flat 6 est équipé d'une chaîne de distribution logée au sein du carter étanche, dont la tension est assurée par des tendeurs hydrauliques. Bien plus résistante qu'une courroie de distribution, la chaîne possède l'avantage d'avoir une durée de vie supérieure, à condition d'être entretenue. Donc une pièce maîtresse aussi, lui-ci il lâche la chaîne et les rails, un peu comme sur un vélo. Et les soupapes viennent taper les pistons, donc à surveiller. Et justement, on dirait que les tendeurs sont pas vieux, vu la couleur qu'ils ont. Donc là, on se rend compte que les tendeurs ont été remplacés récemment, ils seront pas vieux. Donc c'est souvent la maladie en fait là-dessus, c'est les tendeurs mécaniques. Donc on les remplace en préventif. Et par contre, t'as vu, les chaînes, elles venaient frotter dans le carter. Elles devaient être bien détendues. Ah oui. Ouais. Est-ce que c'est pas justement quand les tendeurs étaient HS et... Je sais pas, ça fait frais et limé. Mais on se rend compte surtout qu'en fait les chaînes sont très détendues et qui viennent battre légèrement sur les carters. On a des traces d'usure à droite sur le banc droit là, du moteur. Donc en fait les tendeurs ont été faits, mais l'idéal ça aurait été de changer les chaînes en même temps. Donc ce moteur doit avoir beaucoup de kilomètres quand même. On ne saura jamais combien exactement, mais c'est pour ça on devait l'ouvrir pour voir ça. Armés de patience, Jérémy et Thomas continuent leur ouvrage en s'attaquant cette fois au patin de chaîne. C'est un peu un siège pour la chaîne, c'est pour éviter que sur les points mous, elle ballotte. Donc en fait, il y a un patin en matière plastique qui vient guider la chaîne. Et là, on va le retirer. Normalement, il y a un verrouillage. Là, j'arrive à le retirer hyper facilement. Donc c'est pas normal. En fait, normalement, il doit y avoir un petit verrouillage qui vient se mettre dans la gorge. Et là, le verrouillage ne se faisait pas. Donc en fait, le patin, il pouvait se balader à droite, à gauche. Et il pouvait finir par se casser. Donc, il y a un petit bout de plastique qui se trimballe dans le moteur. Voilà, entre autres. Il va falloir le trouver. En fait, on se rend compte lors du démontage qu'il y a toujours des petites surprises. On se rend compte que le moteur a son temps et a ses années. Ce
Cela fait déjà 6 heures que les mécaniciens s'attellent au démontage du moteur. Avec toujours autant de minutie, ils atteignent les 6 culasses spécifiques au moteur historique de la 911. On aperçoit bien les 3 culasses qui sont bien séparées. C'est pas une seule culasse, c'est bien 3 culasses différentes. On voit bien la séparation entre chaque. Donc il y a une culasse par cylindre. Ils ont fait ce montage-là pour un moteur très plat et en fait avoir un centre de gravité au plus bas. Parce que de base, les 911, c'est des voitures de course. Donc on veut le poids qui soit le plus bas possible. Et ça permettait d'avoir un moteur assez compact et surtout au plus proche du sol. Et voilà, tout est démonté. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Plus qu'à l'ouvrir en deux. Arbre à cam, culasse, cylindre, piston, une à une, toutes les pièces périphériques sont démontées de façon chirurgicale et permettent enfin à Jérémy et Thomas d'atteindre le cœur du moteur, qu'il ne reste plus qu'à ouvrir. On est un peu stressé à l'idée d'ouvrir le moteur, car on a toujours l'épée Damoclès du vilebrequin qui vaut une fortune, qui est HS. Par exemple, un vilebrequin fissuré, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, ça vaut 8 500 €. Le vilebrequin est une pièce majeure dans le fonctionnement du moteur, car c'est elle qui est chargée de transformer le mouvement linéaire des pistons en mouvement de rotation par l'intermédiaire d'une bielle. Sans vilebrequin, le véhicule ne roule pas. Son état est donc la principale préoccupation de nos artisans pour qui le temps et l'argent sont comptés dans cette restauration. Mais là, visuellement, tout est pas mal. À l'œil nu, tout a l'air nickel. Maintenant, on va attaquer la phase métrologie pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une pièce un petit peu déformée. C'est au centième de millimètre, il ne faut pas se louper. Donc voilà, c'est une étape importante aussi. La métrologie consiste à mesurer les pièces à l'aide d'outils de précision et d'une bible constructeur indiquant des cotes à ne pas dépasser, sans quoi la pièce est considérée comme hors cote et devra être remplacée. Bon, on va pouvoir chiffrer les bonnes pièces. Allez, c'est parti. Le diamètre des tourillons de vilebrequin, entre 60,02 et 60,059. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On va regarder tout de suite si ça correspond. Là, du coup, on utilise un palmer. C'est un outil de mesure extrêmement précis. Le palmer, également appelé micromètre, est un outil de mesure précis au centième de millimètre. Il est utilisé quotidiennement et apprécié pour sa fiabilité extrême. Et là, tu vois, on est à 59,99. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Tac. Et à 30,998. Ok, donc on est bon. Tout est dans les cotes. Donc c'est super, pas besoin de l'envoyer à usiner chez un usineur pour passer en cote réparation. Une bonne nouvelle pour Jérémy et le client qui viennent d'économiser 8 500 €, ainsi qu'un temps précieux dans cette restauration d'exception. On a eu beaucoup de surprises au niveau carrosserie. Il fallait s'attendre aussi au moteur à avoir des surprises. C'est pas le cas, donc on va pouvoir vraiment remonter un truc nickel et aux petits oignons. Jérémy doit désormais commander toutes les pièces nécessaires au remontage du moteur sans perdre une minute. Pour rappel, l'équipe n'a que 90 jours avant de livrer la voiture au client qui souhaite une restauration backdating de sa Youngtimer de 1982. Coussinet bielle, code standard, de 78 900 essais, de 78 à 83, code d'origine. Ok, x6. Jérémy a une liste de courses importante, mais tout ne se passe pas comme prévu. Elles sont en rupture, les chaînes sans attache. On rencontre un problème. Rupture fournisseur. J'ai un problème, là, on va jamais pouvoir fermer le moteur à temps. Sans cette pièce, impossible pour Jérémy de remonter le moteur dans les règles de l'art. Je vais être obligé de continuer mon sourcing de pièces. Après plusieurs heures de travail sur le moteur et de recherche acharnée, Jérémy est prêt à tout pour trouver l'intégralité des pièces et surtout remonter le moteur dans le temps imparti. Je vais peut-être avoir un surcoût pour les frais de port, mais bon, sur un chantier comme ça, faut qu'on tienne nos dates de livraison. On ne peut pas se permettre de ne pas livrer la voiture à temps. Le problème qu'on a, c'est l'approvisionnement de certaines pièces qui peuvent être longues à recevoir. Lui, David, attend des pièces, nous aussi en mécanique, et c'est à ce moment-là qu'on peut perdre du temps. Je peux pas mettre la pression à David, les pièces, on les a pas. Donc là, c'est à moi de trouver des solutions pour trouver des pièces ailleurs, ou de faire que ça avance quand même, quoi. De son côté, Hugues s'attelle à la sellerie avec autant d'applications. On réalise donc les moquettes, les sièges, les panneaux, le toit targa. On recouvre vraiment tout l'intérieur
de cuir et de tissu. Aujourd'hui, le sellier a prévu de confectionner un siège dans son intégralité. On a l'assise et le dossier à faire, on a la coupe, la couture et le montage à faire, donc il va vraiment pas falloir traîner. Les délais de cette rénovation sont courts et chaque corps de métier travaille en parallèle de manière à réussir cette mission. Là, on a les sièges d'origine, les nouveaux sièges tout neufs qu'on va dégarnir et refaire complètement pour la Porsche. On repart sur des sièges type RS, type Porsche RS, qui font un peu plus rétro et qui ont un style très sportif. L'objectif de cette rénovation backdating est de créer une Porsche 911 au look vraiment rétro tout en préservant le confort. Il n'est donc pas question de négliger l'intérieur. En ce sens, le siège type RS pour Rennsport est idéal car ce siège baquet est enveloppant et assure un maintien du pilote ainsi que du passager tout en leur offrant le maximum de sensations de conduite, un indispensable des voitures sportives. Et on va utiliser du cuir et du tissu Pepita avec un raccord sur le marron. On a choisi un tissu Pepita qui est une réplique du tissu d'époque qui sortait de l'usine Porsche. On a juste un effet marron sur le tissu qui rappelle le cuir marron qu'on met sur les flancs du siège et sur pas mal de pièces de l'intérieur du véhicule. Depuis les années 1960, le fameux tissu Pepita est indissociable de la marque Porsche. Ce motif pied de poule a été choisi par Ferdinand Alexander Porsche, designer et concepteur de la première génération de 911, pour habiller les sièges de sa création la plus célèbre. Ce motif intemporel et nostalgique est encore utilisé aujourd'hui en sellerie par les connaisseurs. On a déjà dégarni les sièges et comme ça on a déjà nos gabarits qui sont prêts à être utilisés et à couper. Donc ici on a l'ancien tissu, là on a le nouveau tissu qu'on a commencé à préparer. On va venir coudre les côtes pour reproduire ce qu'il y avait ici à l'origine sur le siège. À ce niveau de restauration, le détail est quand même très important. La satisfaction qu'on a de faire du backdating, c'est qu'on essaye de se rapprocher de l'esprit Porsche tout en mettant notre patte à l'intérieur et à la façon de faire. La première étape consiste à la reproduction des côtes avec pour objectif d'être visuellement au plus proche de la version originale. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on est sur une longueur normalement de 29. À l'origine, on a un tissu noir uni. Et là, pour ces sièges-là, on a décidé d'utiliser un tissu à motifs. Et parce qu'il a des motifs, on doit modifier la taille des côtes pour que nos coutures soient bien régulières et qu'elles soient toutes sur le motif noir pour être plus discret et plus homogène. Donc on s'est décalé de 3 mm sur chaque côte pour avoir une homogénéité et que toutes nos coutures soient sur le motif noir du tissu Pepita. C'est donc au millimètre près que Hugues va se lancer dans les coutures afin de former les côtes du siège. Et pour cela, le compagnon du devoir est bien équipé. Et donc là, on utilise une machine professionnelle, triple entraînement, où en fait, ça nous permet de passer des grandes épaisseurs, de bien emmener la matière. Comme son nom l'indique, une machine à triple entraînement possède 3 mouvements simultanés. Elle est particulièrement utile dans les travaux de sellerie pour les tissus lourds ou très épais. Il faut être assez précis. C'est toujours le but en fait, c'est que ça soit costaud dans le temps, qu'il y ait un beau rendu et que le client soit content à la fin et que nous aussi. Ben voilà, on a fini les côtes. La couture des côtes à peine terminée, Hugues fait face à un premier imprévu. Je me rends compte qu'on va peut-être avoir un petit problème. Parce qu'en fait, à l'origine, il y avait une mousse de 10 mm. Nous, on a utilisé une mousse de 15. Ce qui se pose comme problème, c'est que notre mousse de 15 a plus d'ampleur sur notre circonférence. Et du coup, notre développé de tissu augmente. Donc en longueur, on risque d'avoir un petit problème. Donc en fait, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une bande sur l'arrière, ici. Qui se verra pas. Ouais. Sur ce type de travaux, il faut savoir être assez réactif et trouver des solutions rapidement. Direction donc la machine à coudre pour réparer l'erreur. Le sellier redouble de précision pour ajouter une pièce de cuir au siège en tissu. Et la tâche ne s'annonce pas des plus simples. Sur cette partie-là, la couture, il faut gérer le fait que le cuir, lui, s'allonge. Mais par contre, le tissu ne bouge pas beaucoup. Il est beaucoup plus rigide que le cuir. Une fois les coutures réalisées, Hugues passe à la seconde étape de la fabrication de l'assise, le collage de la garniture et de la mousse. On va appliquer de la colle néoprène au pistolet. Et la colle néoprène, c'est une colle contact, donc on l'applique sur les deux côtés, donc sur la mousse et sur la garniture.
La colle néoprène, composée de résine synthétique et de polychloroprène, est utilisée pour assembler différents matériaux entre eux et permet de conserver leur souplesse. Son avantage réside dans sa résistance aux variations de température, aux vibrations ou encore au choc. En revanche, avec elle, pas le droit à l'erreur. Donc là, on va venir appliquer notre colle à sécher. On va venir appliquer le médaillon sur la mousse. Là, il faut être bien parallèle. C'est délicat. Que ce soit la mousse ou la matière, on ne peut plus y toucher. Le risque, c'est d'arracher la matière et de devoir recommencer tout de A à Z. Là, on fait bien ressortir les angles. Et là, on commence à masser la garniture. Cette étape est plus importante qu'il n'y paraît. En massant le siège, Hugues aide les coutures à prendre leur bon positionnement. Place ensuite à la couture des 2 bandeaux sur les côtés de l'assise qui, une fois de plus, nécessite un savoir-faire spécifique. Alors là, on a une finition couture ouverte avec deux coutures l'une à côté de l'autre. On a la couture d'assemblage et sur les 2 côtés, on a 2 surpiqûres qu'on appelle une piqûre ouverte. Les Américains appellent ça la French Stitch. La French Stitch, ou point de liaison français, est une technique utilisée depuis des siècles dans l'histoire de la couture et de la reliure, et transmise de génération en génération. Cette méthode crée volontairement des coutures apparentes, conférant un aspect esthétique au projet. La difficulté principale réside dans le rythme, car il est important de coudre rapidement pour s'assurer une ligne droite. C'est une étape où il faut rester très concentré et garder beaucoup de dextérité. Alors là, si on se rate, très clairement, on recommence depuis le début. On est obligé de remplacer la pièce de cuir, et ça arrive. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur, et on peut recommencer 7 à 8 heures de travail parce qu'on a loupé une couture. Voilà. Donc après, ça monte ça. L'ouvrage touche maintenant à sa fin. Il s'agit désormais de passer à l'étape ultime, le garnissage et l'assemblage de l'ensemble des éléments. Le garnissage, c'est un travail de finition où il faut utiliser de la force, mais en même temps beaucoup de souplesse pour pouvoir mettre les coutures au bon endroit et avoir une finition parfaite. Et voilà. Donc c'est fini. Après 8 heures de travail, Hugues a terminé un premier siège. Il va devoir recommencer cette opération sur l'intégralité de la Youngtimer. Les sièges, c'est vraiment une petite partie de la voiture. On a les moquettes, on a le tableau de bord, on a les panneaux de porte, on a le toit targa, le revêtement du toit à faire. On a toute la partie arrière avec les strapontins, la plage arrière. Voilà, il y a encore vraiment beaucoup de travail. J-60 avant la livraison. De retour à l'atelier de carrosserie. Depuis le début de chantier, il y a 30 jours, David le carrossier est allé de déconvenu en déconvenu avec pour principal ennemi la rouille. Grâce à un travail acharné et minutieux, l'équipe de carrossier a réussi à éviter la casse à la Porsche Targa. Et aujourd'hui, c'est une étape importante qui attend la restauration de ce modèle d'exception. Alors l'objectif de la journée, c'est de mettre des éléments de carrosserie en après, porte, capot, pare-choc, pour pouvoir les poncer, préparer pour la peinture et les peindre ensuite. Alors l'après, c'est comme une peinture, mais qui sert d'anti-corrosion et garnissant pour rattraper les derniers petits défauts avant la peinture. Donc là, il y a une préparation, un mélange à respecter. Après, on l'achète tout fait et après, on fait une dilution avec un durcisseur et un diluant pour pouvoir l'appliquer et qu'il puisse sécher. Il faut bien respecter les dosages qui sont définis par le constructeur ou le fournisseur de peinture. Donc du coup, on ne fait pas à l'œil, c'est un pot qui est gradué. Et donc on respecte une dilution là qui est 4 pour 1. On met l'après, le durcisseur et 10% de diluant. Le risque, si c'est mal mélangé ou mal dilué, il peut ne pas sécher ou sécher trop vite et avoir des réactions après. Avec ses qualités d'anticorrosif et de correcteur, l'après permet à la peinture d'adhérer correctement aux éléments et de combler les éventuelles aspérités. Direction la cabine de peinture. Cet espace entièrement dédié à la mise en beauté de la carrosserie est une cabine en dépression dotée d'une filtration indispensable pour aspirer la poussière de manière à ce que rien ne puisse venir se poser sur les éléments en cours de restauration.
Elle doit également respecter une température d'environ 25 degrés pendant la phase de peinture avant d'être mise en chauffe à 60 degrés pour le séchage. Alors là, on va mettre la mise en après des deux éléments qui sont prêts pour la peinture. La porte et la malle de coffre ont été préalablement mastiquées, poncées et dégraissées. Ces étapes sont un passage obligatoire avant la mise en peinture, sans quoi les défauts de carrosserie pourraient rester visibles une fois la restauration terminée. Alors une fois que l'élément est prêt à être apprêté, on l'applique au pistolet. Donc on va appliquer 2 couches d'après et entre chaque couche, on va attendre 10 minutes. Donc on répète cette opération sur tous les éléments. Ça va prendre énormément de temps. L'équipe de carrossiers se coordonne de manière à livrer la Porsche dans les délais qui lui sont impartis. Alors que David applique les couches d'après sur certains éléments, Maxime et Kevin, de leur côté, poncent les éléments fraîchement sortis de la cabine afin de les préparer pour la mise en peinture. Il y a beaucoup de boulot, il ne faut pas qu'on traîne, il faut qu'on travaille tous en même temps. L'heure est venue pour le carrossier de passer à la préparation de la peinture désirée par le client. Il voulait un gris non métallisé, opaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de particules de métal dedans. Donc là, c'est la formule qui va me servir à fabriquer la teinte. Dans cette restauration backdating, le client a choisi chaque détail pour donner à sa Youngtimer le look de ses rêves. Ses directives ont été très précises, jusqu'à la couleur que David doit maintenant réaliser. Un gris bleuté non métallisé, même si celle-ci n'est pas une teinte d'origine de la firme Porsche. Généralement, on préfère mettre une teinte de la marque de la voiture. Après, comme on dit, c'est les goûts, les couleurs. Il a choisi, on respecte. Je suis quand même content de son choix. La teinte choisie appartient au constructeur Volkswagen. David peut retrouver la formule exacte sur son logiciel. Donc là, c'est à la pesée. En mélangeant les différentes teintes aux doses exactes, David va obtenir le gris bleuté désiré par le client. Donc là, maintenant, la teinte est terminée, on va la mélanger pour pouvoir l'appliquer. On sait quand on arrive à la bonne consistance et la bonne couleur, quand tout est homogène. Une fois la teinte exacte obtenue, David retourne en cabine pour appliquer les couches de peinture sur les 2 ailes avant et le capot à l'aide d'un pistolet. Donc là, l'étape de peinture est terminée là, pour ces éléments-là. Et maintenant, il va falloir le reproduire sur la caisse et tous les éléments qui restent à peindre. Encore du pain sur la planche. De retour à l'atelier à 40 jours de la fin du chantier. Jérémy et Thomas ont reçu les pièces commandées il y a plusieurs semaines. Le binôme s'apprête maintenant à remonter le bas moteur ainsi que le bas de caisse de la Youngtimer. Et nos artisans ne sont pas au bout de leur peine, car lors du remontage des roues, certains éléments risquent de leur donner du fil à retordre. Alors là, la vis, ça veut pas prendre. Pourquoi ça veut pas? Aujourd'hui, avec Thomas, on ferme le carter moteur de la 911. C'est du remontage propre, dans les règles. Et l'ouvrage commence par le remontage des bielles sur le vilebrequin. Ce dispositif mécanique est indispensable au moteur, car par l'action de la bielle, le vilebrequin vient transformer le mouvement des pistons en mouvement de rotation. Point historique, la création de ce système bielle-manivelle remonte au 19e siècle et était utilisée pour la machine à vapeur. Les bielles qui ont été nettoyées, contrôlées, sont dans les tolérances constructeurs. Les soucis qu'on peut rencontrer lors du remontage des bielles sur le vilebrequin, c'est une bielle trop serrée, c'est-à-dire même si on la serre au couple, elle va pas être assez libre autour du vilebrequin. Dans le serrage des bielles, nos mécaniciens se doivent d'être particulièrement vigilants, car ces pièces mécaniques sont soumises aux frictions et à l'échauffement dans le moteur. Une pièce mal serrée ou déformée pourrait entraîner une destruction du moteur. Donc on doit redoubler d'attention lors du remontage, lors des coupes de serrage, des commandes de pièces pour être sûr d'avoir des pièces de qualité. Autre point essentiel dans ce mécanisme, la lubrification. Il s'agit pour les artisans de bien huiler bielles et coussinets afin de réduire au maximum les frottements, sans quoi ces pièces pourraient subir une surchauffe et causer une panne moteur. En fait, c'est ce qui fait la liberté entre la bielle et le vilebrequin. C'est le film d'huile qui se met entre le coussinet et les pièces en mouvement qui fait
une rotation. C'est vraiment une pièce d'usure qui est très importante dans un moteur, donc il faut mettre de la bonne qualité. Dans la restauration de ce genre de véhicule, l'entreprise ne lésine pas sur les moyens et ne laisse aucune place aux mauvaises surprises. Pour cela, nos experts utilisent des matériaux de première qualité. Cette pâte de montage est une sorte de graisse à haute teneur en lubrifiant solide, très efficace pour assurer la protection des composants. On utilise une pâte de montage pour faciliter le premier démarrage du moteur, pour être sûr qu'il n'y a pas une absence de lubrification. Si on mettait de l'huile et que le moteur, imaginons, si on le démarre dans 3 mois, toute l'huile va s'en aller. Elle va finir par glisser, tomber dans le bas du moteur. Donc on démarrerait le moteur à sec. Donc c'est important de mettre la pâte de montage qui, elle, va rester en place, qui va permettre une bonne lubrification lors des premiers tours moteurs. Une fois les coussinets de bielle remis en place dans les règles de l'art, le duo s'attelle au serrage. Dans un premier temps, il s'agit d'effectuer ce qu'on appelle un serrage au couple, à l'aide d'une clé dynamométrique qui permet de contrôler la force de serrage des vis, dont la mesure est exprimée en newton-mètre. On fait une première passe à 2 kg en fait, pour bien mettre les pièces ensemble en contact. On n'a pas inventé ce chiffre, on a vu dans la revue technique, sur une SC 3 litres, c'est 2 kg la première passe de serrage de bielle. Et là, le bruit, en fait, la clé, elle claque, c'est qu'on est rendu au couple. On contrôle bien une deuxième fois. Toc. Et maintenant, la deuxième passe, c'est un angle. C'est plus un couple, c'est un angle et c'est 90 degrés. Contrairement au serrage au couple, le serrage angulaire s'appuie sur l'angle de serrage et non sur la force. Les bielles sont serrées, il y a toujours une bonne rotation, pas de point dur, pas de jeu. Un petit marquage pour bien dire qu'on a bien serré. Toc. Et là, c'est nickel. Place maintenant à la pose de la pièce maîtresse du moteur, la pompe à huile. Elle permet de lubrifier tous les organes du moteur en rotation et ainsi prévenir contre une usure prématurée. Les chaînes de distribution neuves que nous avons commandées, et nous avons opté pour un modèle sans attache rapide. Moi, je voulais des chaînes sans attache rapide pour être tranquille, pour pas risquer d'avoir un clips de chaîne qui part dans le moteur lors de son fonctionnement. Donc en achetant des chaînes déjà rivetées, on évite ce souci. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les monter au moment où on ferme le carter moteur. Les chaînes qu'on attache rapide, c'est comme une chaîne de vélo, donc on peut les faire coulisser après. À la différence d'une courroie de distribution qui est en caoutchouc, la chaîne peut ne jamais être changée dans la vie d'un véhicule du fait de sa plus grande résistance et sa composition en acier. Ici, dans cette restauration d'exception, les artisans placent de nouvelles pièces afin d'assurer une qualité et une longévité à la 911. Toc. On voit directement que ça prend sa place directement. Et là, c'est la pièce vraiment maîtresse du moteur. C'est un peu comme le cœur chez l'humain. Pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre le fonctionnement du corps humain et de la mécanique. Ça peut prêter au sourire, mais par exemple, la pompe à huile comparée à un cœur, c'est pas bête. C'est ce qui donne la pression d'huile dans les conduits d'huile, dans les veines. Donc il y a plein de similitudes. La pompe à huile remontée, les mécaniciens peuvent déposer le vilebrequin dans le carter avant de le refermer. Vas-y, je le tiens. Ouais, celle-là. Nickel. Ça, attends. Ça, c'est, je crois que c'est comme ça. Ouais. Après, on va le voir. On va déjà le poser. Toc. Et là, c'est le cas, ouais. Tout va bien, tout est libre. Pareil, ça tourne librement. Donc, pour fermer le moteur, je nous ai commandé une pâte à joint anaérobie. C'est une pâte à joint, en fait, qui va sécher qu'en absence d'air. C'est ce qu'utilisait Porsche à l'usine à l'époque. Et nombreux mécanos amateurs ont essayé de fermer les moteurs avec des pâtes à joint non appropriées. Et c'est sûr qu'au bout de quelques mois, le moteur va se mettre à fuir l'huile. D'où l'importance d'utiliser les bons produits. Pour une rénovation d'exception dans les règles de l'art, les artisans choisissent de reproduire ce qui se faisait à l'origine chez le constructeur en utilisant les mêmes matériaux, notamment cette pâte à joint dite anaérobie qui, en l'absence d'air, se solidifie et crée un joint étanche et permanent entre deux pièces métalliques. Si cette pâte était plus difficile à trouver il y a quelques années, aujourd'hui elle se démocratise dans la restauration de collection. On a la chance d'en trouver encore. Je dois appliquer cette pâte de manière homogène partout sur le carter pour être sûr qu'il n'y ait pas de poche d'air. On a bien dégraissé avant avec Thomas le carter moteur pour que la pâte à joint ait une bonne prise sur l'aluminium du carter. Une fois la pâte à joint étalée, les pièces mécaniques soufflées, nettoyées et en place dans le carter, après de nombreuses heures de travail, le moment est venu pour nos artisans d'installer le carter supérieur. Je tiens les bielles, vas-y descends.
Maintenant, on referme les deux carters en faisant très attention de ne pas enlever de pattes. Il faut être précis dans nos gestes. Nickel. Là, on le laisse descendre gentiment. Toc. Hop. Et là, il vient bien se poser. Bien partout. C'est nickel. Dans cette phase de remontage, les mécaniciens se sont concentrés sur le réassemblage du bas moteur, équipé notamment du vilebrequin et de la pompe à huile. Les deux carters moteurs désormais réunis, ils vont pouvoir refermer le bloc moteur, puis remonter les cylindres, pistons et culasses et rassembler entièrement le haut moteur. Aujourd'hui, on est content, ça s'est bien passé le bas moteur. Maintenant, on a hâte d'attaquer la suite. C'est un jour important dans la restauration de cette Porsche 911 SC Targa. Ça fait maintenant 2 mois que l'équipe s'attelle à remettre la Youngtimer sur les roues. Rénovation du moteur dans les règles de l'art, remise à neuf de la sellerie, mais aussi de la carrosserie qui était dans un état proche de la casse. La carrosserie est complètement terminée. On a été la chercher chez David. La voiture revient de très très loin. Alors déjà, la couleur de base était jaune, donc là maintenant elle est devenue bleue. Et il y avait vraiment beaucoup de corrosion, de pièces abîmées. Et il y a eu un gros travail de carrosserie de fait dessus. Le résultat est vraiment cool. La couleur est vraiment sympa. Elle est carrément canon. Malgré le long chemin parcouru en 2 mois, les artisans ont encore beaucoup à faire avant la livraison de la Porsche à son propriétaire dans moins de 28 jours. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va passer quelques journées, quelques nuits, je pense, un peu dessus, mais c'est l'objectif. Le but, c'est que ce soir, elle soit sur ses roues pour qu'on puisse la ramener chez Hugues, le sellier, pour qu'il mette les moquettes à l'intérieur. Ouais. Ok, pas de souci. L'objectif, sur roue ce soir. Voilà, c'est la mission. Ça marche. Bon courage. On fait ça. Allez, c'est parti. Même si ça reste de l'assemblage, ça reste très minutieux et surtout fastidieux. En fait, on passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, Thomas a pour mission de remonter le bas de caisse afin de reposer la voiture sur ses roues pour la première fois depuis le début du chantier. Chaque pièce ayant été réparée séparément, le mécanicien doit procéder à un assemblage complet en un temps record. Donc là, l'idée, c'est de remettre en premier la crémaillère, l'ensemble crémaillère avec son support. Donc ça va devant, sous la voiture. La crémaillère de direction fait partie du système de direction du véhicule et a pour fonction la transmission de rotation du volant aux roues avant. Pour l'aider à l'installer, Thomas est rejoint par Renaud, mécanicien dans l'équipe. Alors, tac, voilà, ça. Hop. Tac. Bon, bah nickel, c'est bon? Allez, non, j'ai plus qu'à serrer. Parfait, merci. De rien. Il s'agit maintenant de remonter les triangles de suspension qui ont une particularité spécifique à la 911. Alors là-dessus, sur les 911, c'est un peu différent d'une voiture standard. C'est qu'on n'a pas de ressort sur la suspension. On a ce qu'on appelle une barre de torsion. Et c'est ce qui fait office de ressort. Sur les véhicules conventionnels, la barre de torsion vient remplacer le ressort de suspension, un montage choisi sur ce modèle de Youngtimer à l'époque qui permet d'avoir des réglages différents de hauteur de caisse. Donc là, en fait, elle vient se loger dans le triangle directement. Elle a un sens, elle a un petit repère, juste ici. Donc le R pour le côté droit. C'est important de faire attention. En fait, ces barres de torsion ont été étudiées pour travailler quasiment que dans un sens. Donc si par exemple on met la droite ou la gauche, il y a un risque de casse dans l'avenir. Et surtout, elles ont travaillé toujours dans ce sens-là. Donc il est important de les remettre au bon endroit. Une fois les barres de torsion installées, Thomas se lance dans le montage du train avant de la 911. Triangle, barre stabilisatrice, suspension, amortisseur, la moindre pièce est remontée avec le plus grand soin. Toc, et voilà, ça rentre tout seul. Et là, c'était primordial justement avant de bien nettoyer pour que le montage se fait relativement facilement et sans difficulté. Le remontage du train avant est finalisé avec la pose des étriers de frein. Ces éléments sont posés au niveau du disque.
Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, les étriers poussent deux pistons qui, à leur tour, poussent les plaquettes pour venir se rapprocher du disque. Ce système entraîne le ralentissement du véhicule. Donc là, l'étrier va venir se fixer en fait sur les petites oreilles là, qui sont sur la jambe de force, ici. C'est pour ça qu'il y a un petit trou dans la tôle pour pouvoir le placer. Là, voilà. Donc là, toc, toc. Là, c'est bien en place. Et maintenant, on vient juste boulonner l'étrier. Si j'y arrive. Donc là, pourquoi ça veut pas? On s'aperçoit que la vis d'étrier ne prend pas directement. Donc là, il ne faut surtout pas forcer en fait. Soit on va abîmer la vis, ce qui est le moindre mal, mais on peut abîmer aussi vraiment la jambe de force. Et là, c'est moins drôle. La jambe de force ou jambe de suspension est un type d'amortisseur qui sert également de soutien à la suspension et maintient la position du pneu. Elle participe à assurer sa maniabilité, son contrôle, son freinage, ainsi que la géométrie des roues. Alors là, la vis, elle ne veut pas prendre. À mon avis, il y a un petit peu de peinture au niveau de la jambe de force. On va renlever et on va mettre un petit coup de tarot. Alors là, du coup, je décide d'utiliser un tarot. Ça a le même pas et le même diamètre que la vis, mais sauf que ça permet en fait de réaffûter un peu les filetages en fait. Pour cette action, Thomas utilise un tourne à gauche permettant un mouvement circulaire de son tarot dans le filetage et ainsi la reformation de la pièce qui pourra à nouveau loger la vis sans la bloquer. Donc là, on le met dans le filetage et on y va. Il faut bien partir droit. Et là, on voit directement que ça enlève un peu de copeaux. Et on va s'apercevoir que c'est des petits copeaux de peinture que j'enlève. Il faut pas grand-chose en fait pour bloquer la vis. J'aurais pu la remonter comme ça, mais c'est vraiment un coup que ça soit quasiment indesserrable ou ça sera abîmé. On voit bien sur le bout tous les petits copeaux en fait de peinture. Et là, on va voir que directement la vis, sans forcer, voilà, elle va nickel. Malheureusement, dans ce genre de circonstances, on va être obligé d'en faire pas mal parce que justement, il y a beaucoup de peinture à droite, à gauche, de sable, de restant de sable, du décapage. Donc, on va être obligé de le faire un petit peu à pas mal d'endroits. Mais donc, oui, on perd un peu de temps, mais c'est comme ça. Dans cette rénovation d'exception, Thomas ne lésine pas sur les détails, car chaque pièce doit être dans un parfait état et remontée avec minutie, et ce, même s'il doit y passer plus de temps. Une fois le train avant réassemblé, le mécanicien ne perd pas une minute et s'attelle désormais au remontage du train arrière. La voiture doit être sur ses roues à la fin de la journée et le temps est compté. Et voilà, elle est prête à partir directement chez Hugues. À Nantes, il ne reste plus que 8 jours à l'équipe pour terminer la restauration de la Porsche 911 dans les temps. Si en amont, Hugues, le sellier, a bien avancé sur le remontage de l'habitacle, aujourd'hui, il doit finaliser son ouvrage avant de passer le relais à Thomas, chargé de mettre le moteur en route pour la première fois. Et il est loin de s'imaginer qu'il va devoir faire face à un nouvel imprévu. On lance. On est au 4e jour de remontage. On a un siège à remettre dans le véhicule. On a également quelques petites finitions sur les joints et les moquettes, du collage principalement. Sans perdre une minute, le sellier s'attelle à sa mission. Coller la moquette neuve, installer les repose-pieds ainsi que le dernier siège avec une extrême minutie. On est pressé, mais on fait quand même très attention à tout ce qui nous entoure parce qu'on peut abîmer n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut avoir une grande dextérité pour ne rien abîmer autour de nous. Quand on amène le siège dans le véhicule, il faut être attentif à tout ce qui est en périphérie du siège parce qu'on peut abîmer très rapidement un morceau de cuir, le tableau de bord, le panneau de porte.
Dans cette restauration d'exception et durant plusieurs mois, le sellier a consacré son temps à la création d'un intérieur sur mesure pour la Youngtimer. Grâce à son savoir-faire, il a reproduit la sellerie iconique des anciens modèles de Porsche 911, comme le souhaitait le client. C'est un intérieur donc en cuir et tissu pépita comme les véhicules d'époque, comme les 911 classiques. Et pour rendre hommage à cette 911 mythique, Hugues ne s'est pas arrêté là. Dans un souci du détail, on a fait une petite touche finale où on est venu apposer le même tissu que les sièges sur le tour de clé pour que le client soit agréablement surpris quand il va démarrer sa voiture pour la première fois. Ça nous est venu en apposant le tissu pépita qui est bien spécifique au Porsche 911. Ça apporte du cachet à l'intérieur et ça fait un petit rappel des sièges d'un véhicule. Le sellier a également voulu redonner vie à des accessoires présents dans les Youngtimer à leur sortie d'usine. On est venu poser des sangles bagagères. C'est les sangles qui étaient à l'époque dans les 911. Ces sangles-là servaient à retenir les bagages en cas de freinage. Parce qu'en fait, la particularité des 911, c'est quand on baisse les dossiers, on a comme une plage arrière et on peut venir y poser des bagages. On a été fidèle à la demande de backdating du client, donc c'est un retour en arrière qui est assez important. Dans cette restauration dite backdating, les artisans avaient pour mission de restaurer la Porsche en lui conférant un look antérieur aux années 80. Un exercice dans lequel Hugues a pu apporter ses 20 ans d'expérience. Des 911, on en a fait beaucoup. Le fait d'avoir conseillé le client sur le choix des matériaux et des couleurs qui coïncident avec la peinture extérieure est assez sympa et on a été au bout des choses. Je suis assez fier de cette réalisation, on a un résultat qui est satisfaisant. Mon job est fini, je passe le relais à Thomas. De son côté, une étape cruciale dans cette restauration attend Thomas, le mécanicien de l'entreprise, la remise en route du moteur. Et bien aujourd'hui, c'est le grand jour. On va pouvoir mettre le moteur en route, si tout se passe bien. On va ouvrir le capot moteur. C'est aujourd'hui qu'on va se rendre compte si les heures passées en amont sont bonnes ou un peu moins. Et on a quand même pas mal de petites finitions à faire. Mais on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Tac. Donc là, le moteur, on l'a remis il y a 2 jours dans la voiture. Donc là, il est en place, il est logiquement prêt à être mis en route. Toutes les périphériques sont bien remontées, on a mis de l'huile dedans. C'est un peu la boule au ventre et on espère que ça démarre, que ça fasse un joli bruit et que tout aille bien. À 8 jours de la date limite, le mécanicien n'a pas encore entendu le bruit de ce fameux flat 6 entièrement restauré. Il doit effectuer les derniers réglages du moteur avant de procéder à son démarrage. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de le mettre en pression d'huile. Donc ça va être en sorte de ne pas le faire démarrer, c'est juste de le faire tourner au démarreur, histoire qu'il tourne gentiment à un petit régime. Le moteur étant neuf, il faut bien le mettre en pression un peu partout, que l'huile soit bien homogène dans tout le moteur et qu'on puisse faire un démarrage dans les règles. Lorsqu'un moteur tourne au démarreur, cela permet à l'huile de circuler à travers le système de lubrification et ainsi lubrifier les composants du moteur, particulièrement sujets aux frictions. Pour cela, Thomas doit d'abord couper l'arrivée d'essence. Ça, c'est le relais de la pompe à essence. Donc en fait, je vais le retirer. Comme ça, je suis sûr que la pompe à essence ne va pas tourner. Le relais de la pompe à essence est un composant électrique qui agit comme un interrupteur permettant à l'électricité de circuler vers la pompe à essence. Sans lui, le moteur n'est plus alimenté en carburant. Thomas peut désormais s'intéresser au voyant de pression d'huile sur le tableau de bord pour contrôler sa pression. Là, l'idée, c'est le contact mis, le témoin est allumé, le témoin rouge est allumé, et ce qu'on veut, c'est qu'il s'éteigne. Quand il va être éteint, ça veut dire que la pression dans le moteur est correcte, et minimum en tout cas pour pouvoir le mettre en route. Donc là, on va avoir l'œil sur celui-là. Je lance le démarreur. Là, on voit bien, c'est parfait, il s'est éteint. L'aiguille de pression d'huile est montée à 2 bars, donc régime de démarreur, c'est déjà très très bien. Donc là, on va pouvoir maintenant rebrancher la pompe à essence et essayer de la démarrer. La pression d'huile validée et après des centaines d'heures de travail sur le moteur, Thomas va tenter de le démarrer pour la toute première fois et la tension est maximale. Alors ça peut ne pas démarrer du premier coup, d'autant que tout s'alimente en essence et tout ça. Et donc on a hâte, on espère que ça fasse un beau bruit, qu'il tourne rond et on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. On va voir, on lance. On réessaye. Là, c'est dans la tête, c'est un ouragan. C'est 1000 choses, on pense à tout ce qu'on a fait, du premier écrou qu'on a posé au tout dernier. On va regarder que tout est bien connecté. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va regarder, on va suivre le faisceau.
Je regarde, visuellement, je vois rien. On va regarder ça. C'est OK. Et, ah bah oui, voilà, tout simplement. En fait, cette cosse-là, ça c'est le boîtier d'allumage. En fait, la cosse est déconnectée. Donc, la panne est sans doute ici. On va pouvoir la reconnecter. Le boîtier d'allumage est un composant électronique du système d'allumage des véhicules à essence. Son rôle est de contrôler le moment précis de l'allumage des bougies du moteur. Ce dernier reconnecté, Thomas retente sa chance. Bonne nouvelle pour notre mécanicien. Le bruit du moteur historique de la Porsche retentit enfin. À une semaine de la livraison de la Youngtimer, Thomas va encore devoir effectuer plusieurs réglages afin d'optimiser les performances de ce moteur flambant neuf. Là, c'est un gros soulagement quand même. Moi, niveau moteur, ça va être quasiment bon. Maintenant, c'est des essais, il y aura à peaufiner. Et en tout cas, on va pouvoir fermer le capot et on va passer à autre chose. Jour J à Nantes. Dernière ligne droite pour les artisans qui vont travailler main dans la main pour espérer terminer la restauration de la Porsche 911 Targa, arrivée au garage 3 mois plus tôt. Mais le temps est compté et Jérémy n'a pas reçu toutes ses commandes. C'est toujours un peu stressant la fin, quoi. Si tout va bien, si on reçoit les phares à temps, je vais pouvoir livrer la voiture à 14h comme c'est prévu. Normalement, ils sont sur la route. Éléments du tableau de bord, toit amovible, essuie-glace, feu. Dans une restauration d'exception, les finitions ne sont jamais une mince affaire et chaque détail compte. À quelques heures de livrer la voiture, on est assez stressé parce que le moindre écart peut remettre en cause des heures et des heures de travail. Ni une ni deux, les artisans se mettent au travail en démarrant par le remontage du fameux toit Targa qui fait la spécificité de cette Porsche 911. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée, un bon compromis entre un cabriolet et une coupée. Pour moi, c'est le top. C'est Porsche qui a popularisé ce toit Targa amovible à l'époque, avec un arceau fixé à l'arrière de la caisse, permettant de rendre le véhicule à moitié décapotable. Cet arceau solide est également un élément de sécurité. Sa restauration minutieuse est donc primordiale. On va coller le joint. Alors c'est le joint d'arceau du Targa, qui est bien spécifique au Targa et on a un gros besoin d'étanchéité. Si c'est mal collé, le joint s'en va et du coup il risque d'y avoir des entrées d'air et d'eau dans la voiture. Le joint d'arceau Targa sert à faire l'étanchéité entre le toit amovible, si on appelle le Targa, et la carrosserie. C'est une pièce très importante sur le Targa. Hugues doit être particulièrement vigilant. Un joint mal collé pourrait fragiliser le système entier et l'efficacité des fixations du toit amovible. Pour cela, il se munit d'une colle spéciale. Donc, la colle qu'on utilise, c'est une colle contact néoprène qui résiste à la chaleur et qui nous permet d'avoir une bonne tenue, surtout pour les joints. C'est une colle contact, donc on applique sur les deux faces, donc sur le joint et sur la carrosserie. Donc là, je vais laisser sécher la colle. En attendant que les joints sèchent, Thomas et Hugues ne perdent pas de temps et en profitent pour installer les derniers éléments du tableau de bord. Je n'avais pas remonté l'horloge, donc le petit cadran de droite sur le tableau de bord, parce qu'il manquait le joint. Là, on l'a reçu, on va pouvoir le remonter. Le petit plus, le clips, allez, toc. C'est pas mal. Super. C'est joli quand même. Ouais. Sympa. Ouais, c'est vraiment joli. Alors que les artisans remontent un à un chaque élément sur le véhicule, Jérémy arrive avec une bonne nouvelle. Bon, les gars, ça le fait? Ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, tu vois, on vient de monter le dernier cadran, là, la petite horloge. Ah bah cool, bah nickel, on a reçu la dernière pièce, les phares. Ouais, on les a canon, reçus ce matin. chouette. Impeccable. Mais à faire ça. Et puis bah, faut pas qu'on perde trop de temps parce qu'on la livre à 14h. Ouais, maintenant, on va mettre le toit et puis laver les vitres. Bon, c'est cool, les phares sont arrivés. En timing, ça va être chaud à gérer, les finitions qui restent aussi bien sur l'intérieur que sur l'esthétique, les phares et tout ça. J'ai confiance en Thomas et Hugues, donc ça va le faire. Quand on a une bonne équipe, on sait que ça va aller au bout. Jérémy s'attelle tout de suite au remontage des phares reconnaissables entre mille de l'allemande, tandis que Thomas et Hugues peuvent enfin réinstaller le toit Targa de la 911. Petite particularité de ce modèle, déjà, c'est que c'est un toit amovible et surtout, il se plie en fait. Donc il y a juste deux petites articulations, on les rapproche et ça fait accordéon.
Et du coup, on a un toit qui est vraiment tout petit. Et on peut le mettre à l'avant du coffre de la 911. En effet, ce panneau de toit amovible emblématique de la Youngtimer se déverrouille manuellement. Sa structure en plastique rigide a été pensée pour être retirée ou montée facilement afin de passer du mode cabriolet au mode coupé en quelques minutes. Et du coup, c'est une manip qu'on veut vraiment réaliser tout seul parce que leur déplier, il n'y a rien de plus simple. Hop, bonjour. Et terminé, il est prêt à être mis sur la voiture. Tac, alors là, avec le joint neuf, c'est peut-être un peu dur. Mais on va se mettre normalement. Au moment de la pose du toit Targa, on doit se mettre à deux avec Thomas parce que les joints sont neufs et il faut qu'ils se fassent. Donc on doit un peu forcer sur les joints pour pouvoir le mettre en place et que l'étanchéité soit bonne. Le toit amovible enfin à sa place, Thomas peut désormais fixer les essuie-glaces chromés souhaités par le client pendant que Hugues commence le nettoyage de la voiture sans plus attendre. She got rattlesnake blood running in her veins, yeah, in her veins. Snaps her head back, holding on. She got a little twitch, a post stamp on her. Horloge, phare, essuie-glace chromé, toit Targa, écusson. Alors que le sablier finit de s'écouler, les dernières finitions s'achèvent et la restauration backdating en 90 jours touche enfin à son but. Franchement, je suis fier quand je vois la voiture aujourd'hui. Je me rappelle dans l'état où elle était quand on l'a réceptionnée à l'atelier. Je me dis que mon équipe a vraiment bien bossé. Durant plus de 1000 heures, cette équipe d'experts a réalisé une restauration d'exception. La Porsche 911 SC Targa est arrivée à l'atelier dans un piteux état, avec une carrosserie jaune vieillie et extrêmement corrodée, une sellerie à refaire entièrement et un moteur en panne. La Youngtimer, sortie d'usine en 1982, repart aujourd'hui avec une restauration complète, dite backdating, lui conférant un look digne des années 1970, grâce à une sellerie iconique en cuir et tissu Pepita, une carrosserie entièrement sablée, traitée et repeinte, mais surtout au son d'un moteur flat 6 flambant neuf et paramétré au millimètre près. On est assez satisfait du résultat, il y a une bonne coordination avec l'équipe. Tout le monde a mis sa main à la pâte et ça, c'est cool. Là, on est super fiers. Parce qu'on a eu tellement de péripéties sur la corrosion, sur le chantier qui a été beaucoup plus long que prévu. Même le goût des couleurs, de la sellerie, je suis vraiment content de me dire qu'elle sort de mes ateliers. Avec sa ligne emblématique et intemporelle, la Porsche 911 est la Youngtimer par excellence. Produite en continu depuis 1963, sa qualité de construction, ses performances sur route comme sur circuit et son histoire riche font d'elle une voiture de collection très prisée par les passionnés d'automobile. Et cet intérêt ne cesse de faire grimper la cote de l'allemande. Si aujourd'hui il est difficile de trouver cette sportive en bon état à moins de 50 000 €, les férus se tournent vers la restauration backdating afin de recréer la 911 de leurs rêves. Pour cette pratique, en plus du prix de base de la voiture, il faut compter pas moins de 70 000 € de travaux.